Elle a porté les couleurs du MoDem dans 2 gouvernements différents avant de retrouver son mandat de députée début 2025. Avant cela, mon invité a fait ses armes en politique à Aix-les-Bains. Bonjour Marina Ferrari. Bonjour. Alors j'ai découvert que le nom de Ferrari est bien connu des habitants de la première circonscription de Savoie, en particulier à Aix-les-Bains. Je suis tombé sur ce reportage qu'on va voir, c'était au lendemain des législatives de 1993. L'UDF Gracien Ferrari arrache de haute lutte le siège de Jean-Paul Calou qui avait pris la succession de Louis Besson. Un score très serré pour le maire d'Aix-les-Bains. 50,90, c'est un score relativement petit, mais je m'attendais à un score serré compte tenu du fait, d'une part, que cette circonscription a toujours été celle de Louis Besson, depuis 1973, ça fait 20 ans, et d'autre part que Jean-Paul Calou avait fait son travail normalement en tant que député. Alors, Gracien Ferrari a été élu député 2 fois, là c'était la 2e. Oui. Il a aussi été maire d'Aix-les-Bains pendant 9 ans et c'est votre oncle? Absolument, oui. C'est le frère de mon père. Grandir avec un oncle comme ça, député-maire, parce qu'à l'époque on pouvait aussi être les deux à la fois, j'imagine qu'on devait beaucoup parler politique dans votre famille? Oula oui, moi je dis toujours, je suis un peu l'Obélix féminin de la politique. Nous les repas de famille étaient très animés, j'avais donc Gracien, mon oncle, qui était giscardien, membre de l'UDF, et mon père qui était, lui, chiracien, membre du RPR. Ça mettait de l'ambiance. Ah, il y avait de l'ambiance autour de la table familiale le dimanche. Donc j'ai baigné là-dedans. Et c'est vrai que je prends souvent une maxime de Lacan qui dit souvent, alors l'oncle c'est le père sans le pire. Et j'ai rejoint l'UDF beaucoup plus tard. Voilà. Alors on va revenir quand même à votre famille, parce qu'on a parlé de votre oncle, mais plus proche de vous encore, il y a votre sœur, oui. Sandra Ferrari, oui, qui est maire depuis 2020 d'une petite commune de Savoie, la commune des Déserts, c'est ça? Oui, absolument. Comment est-ce que vous expliquez ce goût pour l'engagement politique dans votre famille? Alors, je pense que Sandra, elle est comme moi, elle a baigné, j'aime beaucoup ses photos, elle a baigné aussi dans l'environnement politique, et c'est vrai qu'on parle souvent de Gracien dans la famille, on oublie Sandra, donc je suis contente que vous parliez de ma sœur Julie, c'est ma sœur aînée, ancienne sportive de haut niveau, parce qu'on a ça aussi. Elle est musher, j'ai vu. Elle est musher professionnelle, mais ma sœur a 60 chiens de traîneau, ouais. Absolument. Elle avait déjà fait un mandat d'élu municipal, auparavant, et elle me dit, écoute, j'ai envie de tenter l'aventure, finalement je me rends compte que voilà, il faut que je m'occupe de ma commune, que je fasse bouger les choses. C'est vous qui lui avez donné envie? Non, je pense qu'elle l'avait déjà en elle, puisqu'elle avait fait un mandat d'élu municipal, de conseillère municipale, mais voilà, elle a franchi un cap, et puis elle s'est dit, pourquoi pas, elle avait vraiment envie de donner à son village, et je suis très heureuse de son parcours. Aujourd'hui, elle est aussi vice-présidente de Grand-Chambéry, en charge de l'agriculture, et c'est quelqu'un de très engagé, voilà, donc je suis très fière d'elle. Et puis j'ai ma tante qui a fait, la sœur de ma mère, qui a fait 18 ans première adjointe dans la commune de Grésy-sur-Aix. Ah bah ça, j'étais passé à côté, voilà, vous voyez. Et j'ai une autre de mes cousines qui est première adjointe à Brison-Saint-Innocent. Donc c'est aussi une histoire de femmes en politique chez nous. De famille, de femmes en particulier. Oui. Il n'y a pas que les hommes. On va quand même revenir à votre oncle. En 2008, votre oncle, il a tenté de faire un retour en politique en se présentant au municipal à Aix-les-Bains. Et vous vous êtes également présenté sur une des listes, mais pas sur la sienne. Pas sur la sienne. Sur celle de son principal adversaire qui a été élu, le maire sortant, Dominique Dore. Est-ce qu'il vous en a voulu, votre oncle? Oui, beaucoup. C'était une forme de trahison pour lui? Il l'a vécu comme ça? En fait, ça a été particulier parce que Gracien m'a beaucoup accompagné dans le début de ma carrière politique, m'a beaucoup poussé, m'a beaucoup conseillé. Et puis, sur la législative de 2007, donc j'ai été candidate suppléante du candidat Yann Beza, donc pour l'UDF MoDem, puisque le MoDem venait de se créer à l'époque. Et donc, candidate finalement concurrente de Dominique Dore, qui était le candidat sortant. Il faut savoir que Dominique a été d'abord l'attaché parlementaire, puis le suppléant de Gracien Ferrari. Et après, il y a eu une brouille entre les deux hommes. Et puis, à la création de l'UMP, Dominique est parti à l'UMP. Gracien est resté fidèle à la famille UDF. Et au départ, mon oncle m'avait dit, il faut quand même que tu considères la possibilité de travailler avec Dominique. Et puis, on a commencé les discussions et très vite, il s'est ravisé. Il m'a dit, non, en fait, je vais me présenter. Voilà. Et donc, il a mal vécu votre candidature? Alors, il l'a mal vécu, tant et si bien qu'on ne s'est pas parlé pendant des années. Ah oui, jusqu'à son décès. Oui, absolument. D'accord. Ouais. Donc, ça a été assez dur. Et en même temps, il y a quand même une réconciliation sur les derniers jours de sa vie. Voilà. Il y avait beaucoup d'amour entre nous. Et alors, à partir de 2008, vous êtes donc devenue adjointe au maire d'Aix-les-Bains, Dominique Dore, puis adjointe de celui qui lui a succédé, Renaud Beretti, sauf qu'en 2020, là, une fois de plus, vous êtes présenté face à lui. Oui. Là aussi, est-ce que ce n'est pas une trahison parce que vous partagiez le même bilan? Alors, on partageait le même bilan qui était celui de Dominique Dore.
Pour vous, c'était pas le sien à lui. C'était pas le sien. En fait, moi, je suis quelqu'un, je ne veux pas trahir mes valeurs. Et donc, il se trouve que Renaud Beretti est élu maire en octobre 2018 à la faveur de la démission de Dominique Dore. Il était donc son premier adjoint, il devient maire, et moi, j'étais la deuxième adjointe de Dominique, je deviens première adjointe. Et très vite, des désaccords profonds sur la manière de gérer la commune, notamment sur les questions de dépenses de fonctionnement ou de gestion du personnel communal. Et donc, je prends mes responsabilités et je décide. C'était pas du tout prévu puisque je pars très tard dans cette campagne municipale. Je n'étais pas du tout partie pour me présenter. Et je décide en désaccord, j'acte le désaccord et je décide de me présenter à l'élection municipale de 2020. Alors ça n'a pas fonctionné au municipal, non. Mais 2 ans plus tard, vous avez été élu député sous les couleurs du MoDem. Oui. Quelques mois après votre élection, vous avez semblé regretter quelque part vos responsabilités locales. Vous avez expliqué que les décisions prises par les députés ne se voient pas concrètement sur le terrain, contrairement à celles des élus locaux. C'est une frustration, ça, pour vous? Ça a été une frustration au départ. C'est vrai que quand on arrive à l'Assemblée nationale, déjà, il y a un rythme qui est quand même très particulier. Et il a très vite fallu que j'apprenne, en fait, à retranscrire le travail que nous faisons en tant que parlementaires auprès de nos concitoyens. Aujourd'hui, j'ai moins ce sentiment. Parce que j'explique beaucoup ce que nous faisons, j'essaye d'être vraiment le relais, la courroie de distribution entre l'Assemblée et les élus locaux notamment, parce que j'ai quand même ce prisme élu-collectivité. Donc j'ai moins aujourd'hui ce sentiment. Début 2024, vous avez été nommé secrétaire d'État chargé du numérique dans le gouvernement de Gabriel Attal. Ça a surpris beaucoup de monde à l'époque. Vous-même, ça vous a surprise ? Vous y attendiez ou Alors, rentrer au gouvernement, pas du tout. J'ai été surprise. Je dis ça a surpris beaucoup de monde parce que vous n'étiez pas forcément connu nationalement. Vous avez évidemment cet investissement local depuis longtemps. Hein, mais... Alors, moi, je m'y attendais pas. J'avais jamais d'ailleurs levé le doigt pour quoi que ce soit. J'ai été très honorée que Gabriel Attal m'appelle pour rentrer au gouvernement. Ce qui m'a... à la fois blessée et en même temps amusée, je me souviens des titres de la presse, l'inconnu du numérique. Les gens ne connaissaient pas mon parcours professionnel. Donc vous avez travaillé... J'ai travaillé dans le numérique, oui. Société qui s'appelle plus de 12 ans. Lunabi, ça se prononce comment ? Alors chez Lunabi Studio pendant 10 ans, et auparavant j'étais dans une autre start-up qui s'appelait Enaline, qui était dans le logiciel libre. Donc en fait j'avais une carrière professionnelle de cadre dans le numérique. Parce que c'est vrai, je suis tombé sur des articles de la presse spécialisée dans le numérique. Qui n'était pas très gentil pour Au départ, oui. Quand je suis arrivée, oui. Bon, après, j'ai fait mes preuves, ça s'est arrangé, j'ai eu de bons contacts dans le numérique et aujourd'hui, je continue à m'impliquer beaucoup sur ces thématiques. Mais c'est vrai que, bon, vous le savez très bien, mais peut-être que nos auditeurs et les téléspectateurs ne le savent pas, on est conflicté quand on arrive à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas forcément conflicter. Ça veut dire quoi ? On ne peut pas forcément travailler sur des thèmes dans lesquels on a eu une activité professionnelle. Il y a les risques de conflit d'intérêts. Il peut y avoir des risques de conflit d'intérêts. Or, la société dans laquelle je travaillais est celle qui avait développé Tous Anti-Covid. Application que beaucoup de Français ont utilisée pendant la crise sanitaire. Et donc, je me suis mis en réserve de toutes les thématiques numériques pendant un moment pour ne pas risquer justement d'avoir un risque de conflit d'intérêts. Et alors, juste pour comprendre comment on forme un gouvernement, j'ai lu que vous deviez à l'origine avoir les affaires européennes et qu'au dernier moment, dans la dernière demi-heure, on vous a échangé votre portefeuille ministériel avec celui de Jean-Noël Barrot. Et c'est comme ça que vous avez atterri au numérique. Ça s'est vraiment fait comme ça. La formation d'un gouvernement, c'est presque comme une partie de bonneteau. Alors, en fait, quand j'ai été appelée pour rentrer au gouvernement, on m'a proposé plusieurs portefeuilles. Et moi, je considère que quand on vous appelle au gouvernement, c'est déjà un honneur et qu'on n'est pas là pour choisir. Donc, moi, je me suis déclarée disponible sur... toutes les missions qu'on souhaiterait me confier. Et effectivement, on avait au départ envisagé de me flécher sur les affaires européennes. Et puis au dernier moment, il y a eu des ajustements. Et Gabriel Attal m'a dit, est-ce que le numérique t'intéresse ? J'ai dit oui, bien sûr. Ça s'est fait comme ça. Et il se trouve qu'il y a des enjeux européens essentiels au niveau du numérique. Donc. Alors vous êtes resté 7 mois en charge du numérique. Ensuite, sous Michel Barnier, on vous a confié le tourisme. Ça a duré 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut accomplir en aussi peu de temps ? Est-ce que c'est pas justement, encore une fois, frustrant de... Alors forcément, c'est frustrant parce qu'on engage beaucoup de choses. Quand j'ai été nommée au tourisme, ça faisait 17 ans qu'il n'y avait pas eu de ministre de plein exercice avec un portefeuille plein sur le tourisme. Il y avait eu des prédécesseurs, bien évidemment, mais qui avaient des portefeuilles très très larges. Quand Michel Barnier m'a appelé pour me proposer de rentrer comme ministre délégué en charge du tourisme, il m'a dit ces mots, « Je pense que ça te conviendra mieux parce que tu es une Savoyarde et que tu connais le tourisme. » Lui aussi Savoyard et vous le connaissez bien. Lui aussi Savoyard, mais c'est vrai que je viens d'un territoire où le tourisme représente plus de 50% du produit intérieur brut du département. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu ça dans le sang. Mais le temps de prendre en main la matière qu'on vous confie, c'est déjà terminé, quoi. Ça a été très, très rapide. Déjà, j'ai constitué très rapidement mon cabinet.
parce que j'avais des réseaux dans le tourisme. C'est vrai qu'en étant élue d'Aix-les-Bains, je siège à l'Office de tourisme intercommunal d'Aix-les-Bains depuis de nombreuses années, depuis 2008. J'avais déjà beaucoup de réseaux dans le secteur, donc ça a été très rapide. Une dernière question avant de passer à notre quiz. Votre aventure ministérielle, elle s'est arrêtée quand le président de votre propre parti est devenu Premier ministre, François Bayrou. Oui. Bah, il vous a pas reconduit. Est-ce que c'est pas un peu... ça ne laisse pas un goût amer? La situation politique est compliquée et donc j'ai tout de suite intégré le fait que François ne pourrait pas faire un gouvernement MoDem parce qu'aujourd'hui on est dans une situation qui nous oblige à ouvrir le gouvernement le plus largement possible. Donc bien évidemment... Et c'est pas lié à un problème personnel entre lui et vous? Non, pas du tout. Parce que ça peut donner ce sentiment vu de l'extérieur. Non, moi je me suis engagée derrière François en 2004. Je suis restée fidèle à la famille. Après voilà, c'est la difficulté de constituer un gouvernement. Je l'ai compris. Je continue à être mobilisée au sein du groupe. Je suis très proche de notre président de groupe, Marc Fesneau, avec qui je travaille en grande proximité. Et donc, voilà, c'est sans regret. On va conclure l'émission avec notre quiz. Donc, le principe, c'est que je vais lire des phrases, mais juste le début. Et vous allez devoir compléter. Quand je parle politique avec ma cousine Laurence, on n'en a pas encore parlé. Ça vous arrive? Très peu. On évite le sujet. Ouais. Parce que Laurence, dans ses fonctions aujourd'hui de personnalité publique, voilà, on est assez proche. Donc Laurence Ferrari, la journaliste politique, Laurence notamment. Ferrari, la fille de Gratien Ferrari. La fille de Gratien. Alors on est très très proche avec Laurence. On a des liens familiaux très forts avec ses sœurs également. On se voit régulièrement, mais on évite le sujet politique. Peut-être on porte encore les souvenirs des repas familiaux un peu chahutés. Si je m'étais engagé dans la marine. Oui. J'ai lu que c'était un peu votre projet à un moment, la marine nationale, on est d'accord? Absolument, oui, j'ai fait des études de relations internationales et puis derrière j'ai dévié sur des études de défense. Donc j'ai fait un DEA en droit de la défense et un DEA en relations internationales, mais qui était justement sur toutes les problématiques géopolitiques. Et vous sentiez l'âme d'une militaire? Absolument, oui, absolument. J'ai longtemps hésité, en fait j'ai fait plusieurs mémoires sur la restructuration à l'époque de la direction des constructions navales, qui a changé de nom depuis. J'étais vraiment passionnée par ça. J'ai fait aussi un mémoire sur l'évolution de la stratégie navale américaine. Et puis, c'est la vie qui a fait que je suis redescendue en Savoie pour des raisons personnelles, puisque j'ai rencontré mon ex-mari à l'époque, et donc j'ai abandonné le projet de m'engager. Enfin, entre maire d'Aix-les-Bains ou député, je choisis... Mon cœur balance. Donc vous n'avez pas encore tranché, parce qu'il y a les municipales qui approchent. Il y a les municipales qui arrivent, c'est vrai que j'y réfléchis. Je suis extrêmement attachée à cette ville. Si j'ai décidé en 2019 de franchir le Rubicon et de me présenter, c'est parce que je ne suis pas satisfaite de ce qui se passe aujourd'hui sur Aix-les-Bains, qui est une ville qui a un potentiel incroyable. Et c'est vrai que je suis restée élue locale, puisque je suis toujours aujourd'hui au sein du conseil municipal d'Aix-les-Bains. Donc c'est une réflexion que je mène. Eh ben, on attendra de connaître la conclusion de cette réflexion. Merci beaucoup, Marina Ferrari, d'être venue dans La Politique. C'était un plaisir, merci.